Bonjour mesdames et messieurs, mission difficile de parler d'aviation, dont on sait qu'un des produits latéraux est l'émission de CO2 après des ambitions comme ça, mais croyez-moi que aussi dans notre secteur, le transport aérien, on a des ambitions, et pas seulement des ambitions, mais aussi un plan et une vision de comment on peut arriver, nous aussi, à contribuer à cette vision du net zéro en 2050. J'aimerais vous emmener quand même là pendant les prochaines minutes sur un petit retour en arrière sur ce que la crise de la pandémie, la crise du Covid, a signifié pour l'aviation, et puis peut-être essayer en quelques mots de vous donner une perspective de là où on pense, où nous on va aller comme industrie et aussi Suisse après la pandémie. On a vu effectivement hier, il y a eu une conférence de presse à Genève ou avant-hier d'une possible reprise d'une forme de trafic aérien cet été au départ de Genève pour les vacances. Mais j'aimerais juste pour vous dire à quel point la reprise sera importante. On prévoit 170 mouvements par semaine pour l'horaire d'été. Une journée normale avant la pandémie, c'était 410 mouvements dans la journée. Donc, on va pondérer un petit peu le mot reprise. Juste une image. 7 mars 2020, environ 117 885 vols par jour dans le monde. En haut, l'Europe, très dense. En dessous, le reste du monde. Et puis, on avance d'un mois. Et on est passé de près de 180 000 à peine 70 000 vols jour dans le monde. Et le chiffre a continué à baisser tout au cours de l'année pour ensuite reprendre gentiment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour reprendre... Ouais, mais et puis eux. Parce qu'il y a la business class, puis il y a la classe éco. Il y a Suisse et EasyJet. Pour ensuite reprendre gentiment, il y a déjà aujourd'hui, si on regarde le marché américain, les vols intérieurs du marché américain ou les vols intérieurs du marché chinois sont de nouveau à des niveaux comparables à avant la pandémie. Maintenant, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est des marchés à la taille d'un continent à eux seuls. On va voir ce qui se passe pour l'Europe. Quelques chiffres comme ça. Ah oui, non, ça c'est des images. La flotte au sol. J'étais le 13 mars l'année passée dans le comité de direction chez Suisse. Le chef des opérations nous dit « on va mettre la flotte au sol ». Croyez-moi, il était le seul qui y pensait sérieusement. Nous, on était encore un peu dans le déni, en disant « c'est une grippe en Chine, ça va aller ». Et après, à partir du 14 mars, c'est M. Berset, ainsi que Mme Merkel, Macron et leurs collègues dans le monde qui ont décidé de la stratégie de transport aérien pour la planète entière pendant quelques mois. Résultat des courses, on a tous mis nos flottes au sol et ce n'était pas un moment très agréable. Quelques chiffres comme ça. Pertes quotidiennes depuis le début de la crise, et là je crois que c'est des chiffres qui s'arrêtent, qui sont encore de l'été 2020. Voilà, Delta, 55 millions d'euros par jour de cash brûlé. Le groupe Lufthansa, dans lequel nous sommes, 24 millions d'euros de cash par jour. Suisse, à peu près 1 million de cash par jour. Donc si vous cherchez des investissements à très haut retour, peut-être pas tout de suite l'aviation. Pas tout de suite. Mais quoi que. Et puis ce qui est très impressionnant aussi, c'est la destruction d'emplois dans le secteur aéronautique en général. On estime qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a près d'1 million d'emplois qui ont disparu dans ce secteur et qui ne sont pas prêts de revenir. Alors les grandes compagnies aériennes, naturellement, parce que quand vous volez plus, il y a toute une frange de votre personnel dont vous n'avez malheureusement plus besoin. Pas tous les pays ont des filets de sécurité comme la Suisse avec les RHT, mais aussi toute la chaîne de services qui va des constructeurs d'avions avec tous leurs sous-traitants jusqu'aux compagnies de catering pour que les gens puissent manger à bord, les compagnies qui transportent les valises sur le tarmac, les compagnies qui font la sécurité et la sûreté dans les aéroports. Tout ça a été massivement impacté. Donc c'est quelque chose de très concret.
Ensuite, on a eu je dirais, une évolution du cours de bourse défavorable. Lié à ça, le groupe Lufthansa a perdu près de 52-53% de notre valeur. Ça va un petit peu mieux. Par exemple, la capitalisation boursière d'une entreprise comme Geberit, pour ceux qui connaissent, ils sont actifs dans les installations sanitaires, est actuellement 30 fois supérieure à la capitalisation boursière de Lufthansa. Par contre, sur le bilan, nos actifs sont 500 fois supérieurs aux leurs puisqu'on dispose de notre flotte d'avions. Mais tout le monde a perdu des plumes et impossible de faire face à cette crise sans une forme de soutien étatique. Alors on a beaucoup parlé que les États ont acheté des compagnies aériennes, que les États sont devenus actionnaires de compagnies aériennes. Je peux vous parler en détail de ce qu'on a fait pour Suisse. Suisse a emprunté 1,5 milliard de francs à un consortium de banques suisses emmené principalement par UBS Crédit Suisse, la Raiffeisen, la Banque Migros et la Banque cantonale de Genève. Ça, c'est les gros acteurs et puis il y a encore toutes les autres banques cantonales derrière. Crédit qui a été pris au taux d'intérêt usuel du marché, que nous devrons rembourser dans un délai donné, et crédit qui est simplement, entre guillemets, garanti par la Confédération. Donc, à ce jour, le contribuable suisse, helvétique, n'a pas encore mis un centime dans un quelconque plan de sauvegarde de Swiss International Airlines. Devions-nous faire défaut? Alors là, ça sera un tout autre discours, mais c'est pas dans le plan stratégique à moyen terme de faire défaut. Et puis, on pense qu'avec le 1,5 milliard qu'on a emprunté, on est bien armé pour faire face encore 2 ans aux conséquences de la crise. Peut-être juste encore vous dire comment nous on l'a vécu dans l'autre sens aussi. Comme toute bonne crise, c'est aussi une opportunité au sommet, vraiment dans le pic de la crise où il y avait un produit de première nécessité qui, semblerait-il, était devenu une denrée relativement rare. On a opéré beaucoup de vols de fret. Entre le 15 mars et à peu près le mois de juin, on a transporté 26 000 tonnes de fret. On a organisé 730 vols de cargo, principalement de l'équipement, ce qu'on appelle des PPE, Personal Protection Equipment, principalement masques, respirateurs et ce genre de choses-là. On a aussi, sur mandat de l'Office fédéral des affaires étrangères, organisé 35 vols de rapatriement de citoyens suisses, plus citoyens de pays alliés comme Liechtenstein et Appenzell. Ah non, Appenzell, ils sont... comme ça, le plus loin qu'on a été, on a été à Auckland, chercher des compatriotes. On n'a jamais mis les pieds à Auckland avant, quand on était suisse. Donc ça, c'est aussi des moments comme ça. Et puis quelque chose qui m'a marqué, moi, dans ma fonction, à l'époque, en 2020, j'étais encore responsable de Suisse pour la Suisse romande, c'est l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Une compagnie aérienne, c'est un système relativement strict. C'est pas vraiment fait pour être souple, parce que la souplesse représente un risque, mais l'adaptabilité des équipes à des gens à qui vous pouvez dire le lundi, jeudi, on va en Nouvelle-Zélande et tout le monde s'organise. C'était une opération absolument, une expérience, absolument fantastique. Et je pense que pendant cette période-là, on a pu jouer notre rôle de compagnie aérienne de la Suisse qui se donne comme mission de connecter la Suisse au monde et le monde à la Suisse. C'est quoi la suite? On pense qu'à l'horizon 2023, le marché, surtout le marché passager, sera à environ 20% plus petit que ce qu'il est aujourd'hui. Ce mix de réduction viendra en grande partie d'une diminution importante des voyageurs d'affaires qui viennent des grandes corporations. 2 choses, les grandes corporations et les grandes entreprises ont découvert les bénéfices et les plaisirs du Zoom. J'ai même entendu une boîte américaine qui donne des cours de comment on se tient devant une caméra Zoom, maquillage, pas maquillage, éclairage, etc. Et puis à ne pas
sous-estimer aussi, et ça Maria l'a mentionné, beaucoup d'entreprises s'embarquent sur une transition de réduction de leurs émissions de carbone. Le fait de faire voyager des collaboratrices et des collaborateurs en avion, et tant que les avions ne seront pas à pédale, il y a du CO2. Donc là, il va y avoir la combinaison des deux, va avoir un impact. Alors, ce n'est pas très bon pour notre modèle d'affaires, mais c'est très bon pour la planète, donc c'est bien aussi. Petites et moyennes entreprises, une partie du phénomène est le même, mais aussi à ajouter que c'est elles aussi qui vont pas mal souffrir dans la contraction économique qui s'annonce, avec une reprise probablement plus difficile pour elles que pour les grandes entreprises. On verra une diminution moins importante des voyages de loisirs et de vacances. On le voit, dès qu'un pays ouvre, c'est la ruée sur les réservations. Week-end de la Pentecôte et week-end d'Ascension, l'Espagne accepte les gens sans masque, sans vaccin, sans je sais pas quoi. Venez en Espagne, vous infectez, comme ça vous rentrez avec la variante paella. Les gens, ils sont... Mais ça a été 7000% d'augmentation des réservations et des demandes de réservation en 3 jours. Il se trouve qu'après, bêtement, l'Espagne a refermé. Et là, on a eu 7000% de réduction parce que tout le monde a annulé. Mais ça va revenir. Par contre, moins important, probablement, 2 choses. Les moyens financiers à disposition des familles ou des individus pour les vacances. Et là aussi, une prise de conscience peut-être moins importante que dans les entreprises, mais probablement dans le grand public aussi, de l'impact qu'ont mes vacances sur l'environnement. Et beaucoup de gens pensent que l'aviation est le souci majeur du réchauffement climatique. Nous sommes naturellement d'un avis différent, mais ça sera pour un débat d'experts plus tard. Et puis ce qu'on appelle le trafic ethnique, l'acronyme en anglais c'est VFR, Visiting Friends and Relatives, c'est tout ce trafic de gens qui viennent d'ailleurs, qui travaillent par exemple en Suisse, espagnols, portugais, italiens, ressortissants des pays balkaniques, grecs, expatriés, etc., qui rentrent 1, 2, 3, 4, 5 fois par année chez eux pour voir la famille. Là, on pense que ça va rester stable. Vous avez sur la droite du chart une projection de la IATA. Alors, on parle de RPK, c'est Revenue per Seat Kilometers. Vous prenez le nombre de sièges disponibles dans un avion, vous le multipliez par la distance que l'avion parcourt, par le prix moyen, et ça vous donne en centimes le revenu possible par siège, par kilomètre. Et vous voyez que le rebond va être à partir de 2023 et que le band, la largeur de l'estimation est relativement importante. Donc, on est tous un peu en train de faire... on a développé des outils scientifiques extrêmement précis. C'est du quartz comme ça en forme de boule. Puis on regarde dedans, on demande à Madame Irma de qu'est-ce que ça va nous donner. Très franchement, vous demandez à quelqu'un de vous modéliser la demande le lundi, vous demandez à la même personne le mardi, le mercredi et le jeudi, vous avez 5 modèles différents. Et je crois que c'est quelque chose qui va être presque impossible à prévoir de manière scientifique, si je peux dire, et donc va mettre les compagnies aériennes sous une pression opérationnelle énorme. C'est comment est-ce qu'on répond à la demande ou pas, tout en comment est-ce qu'on fait le redémarrage opérationnel. Un des pilotes ou des personnels de cabine qui ont passé 6 mois en RHT et qui la seule expérience qu'ont encore les pilotes, c'est d'avoir volé sur simulateur pendant quelques heures chaque mois, ce qui est le minimum nécessaire pour garder votre licence active, c'est comment on remet tous ces gens dans le circuit, comment faire redémarrer des avions. Nous, on a une partie de notre flotte qui est actuellement parquée en Jordanie parce qu'il fait sec et il fait chaud et que les avions, ça aime pas ne pas voler et surtout, ça déteste l'humidité. On en a aussi en Espagne, à Teruel. Il faut aller les chercher, il faut les remettre en service. Il faut un Airbus 320 qui a été garé en 1 mois. Pour le remettre en service, c'est à peu près 1200 heures de travail. Donc ça ne peut pas se décider le lundi pour le mardi matin, à moins d'avoir des équipes en pléthore. Donc ça, c'est un des grands défis auxquels on va être confronté à très court terme. À long terme, ça sera de comprendre c'est quoi la bonne dimension de la flotte, c'est quoi le bon réseau de services et c'est quoi la réponse des compagnies aériennes aux défis climatiques. J'ai essayé là de simplement résumer en quelques points ce que nous, on pense sera
va nous occuper. Il y aura sûrement une problématique liée autour de la flexibilité de l'offre. Je pense que les temps où on achetait des billets, puis c'est ce billet-là, et puis il est remboursable avec il y a 6 pages de conditions auxquelles vous pouvez être remboursé, changer le nom, la date, le trajet du vol, etc. Ces temps-là sont terminés. Il y a une attente nouvelle de la part des passagers. À nous de trouver comment on pourra créer cette flexibilité. Il y a un travail à faire pour nous toutes et tous, compagnies aériennes, de reprise de confiance et de pouvoir de nouveau être fiable et que cette fiabilité soit reconnue dans les services qu'on fait. Des gens qui ont acheté des billets d'avion en mars l'année passée parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient puis on leur annule le vol 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il vient un moment où plus personne vous croit quand vous racontez une histoire en disant « mais demain on va à New York ». Non. Donc comment est-ce qu'on fait ça, et puis comment est-ce qu'on continue à améliorer notre offre de produits et de services au-delà des destinations et de la fréquence dans l'expérience de voyage, parce que transporter quelqu'un d'un point A à un point B, c'est à la portée de n'importe quelle compagnie aérienne. En faire un voyage, une expérience, et pas simplement un déplacement, ça devient plus compliqué. On a sûrement une grande chose autour de la technologie informatique, le big data, comment est-ce qu'on peut se servir des données pour, par exemple, mieux planifier notre réseau. On a peut-être que les temps des réseaux de destination publiés 2 fois par année, une fois en mars, une fois en octobre, pour les 6 prochains mois sont terminés. Il y aura des adaptations beaucoup plus dynamiques demandées par les consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les self-service? Et puis, sujet central chez Suisse, dans le groupe Lufthansa, mais je crois aussi dans la majorité des compagnies aériennes et dans le secteur aéronautique, c'est notre impact environnemental. On ne peut pas se cacher derrière le fait que, dépendant des études, l'aviation mondiale, c'est entre 2 et 3% du CO2 mondial. On ne peut pas dire il y en a d'autres. Alors oui, on peut quand même... Allez, c'est quoi votre chiffre à vous? 5% pour les passagers et 5% avec le fret. Voilà, donc 5%. Allez, on va... Mais on reste quand même, comparé au trafic routier, au chauffage, à d'autres infrastructures, les systèmes informatiques, on reste quand même, je dirais... Mais c'est inadmissible de dire on fait pas, we're not double digit, so we don't talk about the impact. On a une responsabilité et on doit la prendre. On s'est engagé au sein de la IATA et de IOSA. IOSA, c'est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de transport aérien, à une croissance neutre en carbone dès 2020. Alors maintenant, 2020, c'était une année un peu spéciale, on va devoir. Et là, le mot important, c'est neutre. Ça veut pas, on n'a pas encore commencé à réduire nos émissions, mais on essaye de plus en produire plus que ce qu'on a produit, je crois, sur la moyenne des 5 dernières années, si mes souvenirs des chiffres sont bons. Et puis, on veut arriver à 50% d'émissions nettes, de réduction nette des émissions d'ici à 2050 au niveau global. Plusieurs moyens pour y arriver. Il y a la technologie, des avions plus performants qui consomment moins, qui émettent moins de CO2. Il y a une voie qui est très prometteuse, c'est les Sustainable Aviation Fuels, qui sont des carburants synthétiques, produits en grande partie par recapture du CO2 dans l'atmosphère et transformation en kérosène d'aviation, et qui sont à peu de choses près neutres. Ça dépend un peu d'où vient la source d'énergie qui fait la transformation chimique du CO2 capturé en truc. Mais là, aujourd'hui, si Suisse réussissait à acheter la totalité des SAF disponibles dans le monde, avec le programme de vol réduit qu'on a aujourd'hui, on garde notre flotte en l'air 1 jour et demi. Donc en termes de production, il va encore falloir faire un effort. Et puis il y a un petit phénomène aussi, c'est le coût. Ils sont 5 à 6 fois plus chers au litre que le kérosène, parce que le kérosène n'inclut pas obligatoirement le prix de la pollution, etc. Ok, mais la réalité, c'est celle-là. Et donc, il s'agira là de trouver des solutions pour les compagnies aériennes et les producteurs de comment est-ce qu'on fait avancer rapidement cette technologie des SAF. Il y aura sûrement aussi un phénomène d'intermodalité des transports. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse remplacer un Zurich-Vienne
que quelqu'un pourrait vouloir faire dans la journée par le train de nuit. C'est sympa une fois, mais pour avoir refait un train de nuit récemment, moi je suis retourné à l'adolescence, quand on prenait le train à Vevey pour aller faire la fête à Milan, au sud de l'Italie, le train, c'est la même chose. Après, voilà, est-ce qu'on a encore 8 heures pour voyager à l'aller au retour, mais il s'agira de développer là une meilleure intermodalité. Et puis, il y a un phénomène, en tout cas en Europe, politique, qui est le projet du Single European Sky, qui est de transformer le ciel européen en une seule unité contrôlée par un seul contrôleur aérien, ou un seul organisme de contrôle aérien, qui permettrait aux avions de voler à peu près en ligne droite. Genève-Londres, sur la carte, c'est 980 km en ligne droite. En moyenne, les avions en font 1200 sur chaque trajet, simplement parce que les contrôleurs aériens entre eux n'arrivent pas à se mettre d'accord de comment on peut passer, parce que ce n'est pas un ciel unique. Pour vous donner une dimension, Single European Sky, ça fait 20 ans que c'est discuté au niveau de l'Union européenne, ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, et ça serait un truc tout bête. On peut enlever à peu près 10 à 12% des avions du ciel, parce qu'on a besoin de moins d'avions, parce que tout le monde voyage plus vite, et on réduirait nos émissions de carbone de la même chose. Et puis juste, je me suis permis de mettre en bas en exemple comment se traduit 8 milliards d'investissements faits par Suisse dans le renouvellement de sa flotte en simple consommation de carburant par passager, par 100 km volés. On a réduit cette consommation de près de 30% et on est autour des 4 litres, si je me souviens bien, du chart, ce que relativement peu de voitures font effectivement aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis du débat qui s'annonce.